Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce mardi, la première édition de la Journée nationale de la société civile, officiellement lancée ce matin. Une cinquantaine d'acteurs venus des ONG, d'associations, de l'intérieur, de Lomé, du monde syndical, et paysans, universitaires ensemble à réfléchir sur le concept de la définition consensuelle de la société civile. Nous en parlons longuement ce soir. Le Burkina Faso, au lendemain de l'attaque terroriste du week-end. Le bilan s'alourdit, il est maintenant de 30 morts. Le gouvernement renforce la sécurité dans la rue et à l'entrée de Ouagadougou. L'enquête, elle, se poursuit avec déjà plusieurs arrestations. Assure enfin un portrait d'un artiste plasticien. Dieudonné, c'est son nom, l'homme et ses œuvres, tout à l'heure en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Et d'abord, la visite du président Faure Gnassingbé en Arabie Saoudite. Le chef de l'État est arrivé dans la capitale saoudienne ce mardi, accueilli par le président de la BID, la Banque islamique de développement. Les images de son arrivée à Jeddah avec Joseph Avegan. C'est à l'aéroport international King Abdelaziz de Jeddah, en Arabie Saoudite, que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a été accueilli par les premiers responsables de la Banque islamique de développement BID et des officiels saoudiens. Le président de la Banque islamique de développement, Ahmed Mohamed Ali, par ce déplacement a tenu à réaffirmer l'engagement de son institution à soutenir les efforts de développement économique et social du Togo. À Jeddah, le président de la BID et le chef de l'État, Faure Gnassingbé, vont voir se renforcer la coopération entre le Togo et cette institution à travers la signature d'accords de prêt pour le financement de 3 projets dans 3 secteurs prioritaires au Togo, les infrastructures routières, l'éducation et l'énergie. Les infrastructures, justement, et cette bonne nouvelle pour Agnanvé dans le Zio, à Bonou dans le Gou, 2 localités bientôt dotées de nouveaux bâtiments scolaires. Eh bien, c'est le gouvernement japonais qui finance les travaux par l'entremise de 2 ONG de la place. La convention de financement a été signée ce mardi. L'ardoise, elle, s'élève à 91 millions de francs CFA. Les précisions de Carmen Madjiakapo. Le gouvernement japonais s'engage une fois encore à soutenir l'éducation au Togo. Ce nouveau financement, d'un coût global de 91 millions de francs CFA, est octroyé aux ONG Femmes Solidaires pour le Développement, FSD, et Initiative pour un développement durable et fondamental, IDDF. Ce don permettra de doter l'école primaire publique d'Agnanvé dans la préfecture de Zio et le CEG d'Agbonou, campement à Atakpamé d'infrastructures scolaires. Agnanvé ne dispose d'aucun bâtiment scolaire. Ce don nous aidera à construire un bâtiment scolaire à 3 salles de classe équipé en 120 bancs avec une direction et un magasin équipé en mobilier de bureau et avec une latrine à 6 cabines et un dispositif de lave-mains. Il permettra une amélioration des conditions d'études des élèves de ce CEG, qui a un effectif pléthorique. En 6 mois, tout sera fait en bonne et due forme. Les dons aux micro-projets locaux constituent l'un des piliers de la coopération nippone. L'ambassadeur du Japon a souhaité que ce genre d'action puisse améliorer les conditions d'enseignement et partant booster le développement économique. Fort de principes selon lequel sont des hommes qui font le pays, le gouvernement du Japon accorde une grande importance à l'éducation et la promotion de la scolarisation des filles, un élément essentiel pour le développement économique et social du pays. Au regard des projets de construction d'infrastructures scolaires initiés par le Japon, tels que le projet de construction d'écoles primaires publiques dans la ville Adetikope et le projet de construction de l'école primaire publique de Sada, nous avons contribué à l'amélioration de l'environnement pédagogique au Togo.
La coopération entre le Togo et le Japon est au beau fixe. Tokyo accorde régulièrement des aides au Togo dans le cadre du projet Kennedy Round. Ces échanges s'accompagnent d'un dialogue permanent avec la JICA, Agence japonaise de coopération internationale. Et pour consolider et renforcer la coopération, le Togo dispose depuis 2010 d'une ambassade au Japon. Et voilà, on reviendra que des travaux seront bientôt exécutés sur fonds japonais par deux ONG de la place. Des ONG, justement, on en parle longuement ce soir, leur domaine d'intervention, les financements, leurs relations avec la politique, et ce, à la faveur de la première journée nationale de la société civile lancée ce mardi. Nous vous l'annoncions en titre tout à l'heure. 3 fêtières sont en pole position dans cette manifestation. D'abord, le lancement officiel, la cérémonie, le récit de Sony Amedipo et de Félix Imdacha. Sur le terrain, elles œuvrent aux côtés du gouvernement dans divers domaines pour le bien-être des populations. Leurs actions peuvent avoir un réel impact si les différents intervenants coordonnent leurs initiatives. Mieux encadrer leur identité pour mieux intervenir, c'est désormais le vœu des organisations de la société civile togolaise. Cette journée a pour objectif de nous permettre de réfléchir et se donner une définition opérationnelle et consensuelle sur le concept de la société civile selon le contexte togolais. Également, c'est l'occasion de partager nos acquis d'expérience en matière de développement, tout ce que nous accompagnons comme initiative communautaire à la base, et que nous puissions échanger les stratégies développées par les uns et les autres. Également, faire voir au monde des médias, les communautés, et ce que nous sommes capables de faire pour les changements au niveau des communautés, pour leur mieux-être. Pour les partenaires techniques et financiers des organisations de la société civile, le renforcement de leur synergie d'action est un gage pour une bonne conduite des actions sectorielles. Dans nos sociétés européennes, dans vos sociétés africaines, l'expression, donner d'expression aux citoyens, au même que les citoyens, à travers les organisations de la société civile, puissent remplir quelques services de base, ça fait partie d'une consolidation démocratique. La société civile, pour ça, doit garder quelques lignes d'action, une ligne de respect à la loi, une ligne de bonne foi à travers des messages qui réunissent les populations et ne divisent pas les populations. Ils doivent gagner une légitimité à travers leurs actions et ne pas penser qu'ils sont des fonctionnaires de l'administration parce qu'ils reçoivent de temps en temps des financements extérieurs. Mais sur cette base, ils jouent un rôle très important social, d'amortisseur certainement entre l'État et la population, d'être très percutant dans des sujets généraux comme la lutte contre la corruption ou la lutte contre les inégalités. À l'occasion de la célébration de la première édition de la journée de la société civile, le représentant du ministre de la Planification a invité les acteurs de la société civile à tendre vers le professionnalisme dans leurs actions, dans le strict respect de la réglementation du pays. Voilà, des ONG qui doivent gagner une légitimité à travers leurs actions. Dixit Nicolas Berlanga Martinez, on vient de l'entendre, le chef de la délégation de l'Union européenne à l'ouverture justement de cette journée nationale de la société civile. Des actions qui touchent plusieurs domaines. Voyons avec Félix Imdacha les domaines d'intervention des ONG. C'est dans ce reportage à suivre. Elles sont pour certaines des associations et pour d'autres des ONG. Les unes exercent dans les actions humanitaires, les autres visent la protection de l'environnement ou même la promotion de la culture. Elles ont certes des domaines d'intervention bien diversifiés, mais leur dénominateur réside dans le fait qu'elles sont des organisations à but non lucratif et constituent des groupes de pression qui œuvrent aux côtés de l'État avec pour principal objectif la recherche du mieux-être des populations. La société civile intervient pratiquement dans tous les secteurs de la vie publique. Et je dis dans tous les secteurs de la vie publique parce que la société civile joue un rôle à 2 variantes. D'abord, c'est la société civile qui réveille la conscience collective. Donc, c'est de motiver les gens. Et deuxième variante, c'est que la société civile est un partenaire
privilégiés dans la mise en œuvre des politiques publiques du gouvernement. C'est-à-dire, quand je dis partenaires, toutes les politiques publiques définies par le gouvernement connaissent la mobilisation citoyenne à la base grâce à la société civile. Donc la société civile, bref, joue un rôle de pression, mais en même temps un rôle de catalyseur. Le bien-être recherché par les organisations de la société civile dans plusieurs secteurs d'activité est davantage remarquable ces dernières années au Togo. Toutefois, les actions menées depuis lors sont diversement appréciées. La société civile togolaise est dynamique, la société civile togolaise est participative, mais la société civile togolaise est très divisée. Quelque part également, on a l'impression que nous ne connaissons pas encore nos limites également au niveau de la société civile. Quelles sont les limites de la société civile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Grâce aux actions de la société civile, la lutte contre l'ignorance, la pauvreté, la malgouvernance et le déficit démocratique, pour ne citer que cela, est devenue une réalité au Togo. Toutefois, il est important que ces groupements qui font office de veilleurs des masses populaires fassent preuve de plus de réalisme et d'objectivité. Voilà, la limite de la société civile, voilà qui nous amène à poser cette question. La société civile doit-elle s'intéresser à la politique des leaders de la société civile plus actifs sur l'échiquier politique? Ils mènent le débat plus puissant parfois que des leaders politiques. Eh bien, on le voit, d'où l'interrogation de tout à l'heure. Joël Aziadapou. Son rôle de veille et de contrôle de la gouvernance politique, sociale et publique, la société civile ne cesse de connaître une popularité croissante, surtout dans les sociétés africaines. Ce succès et son rôle de plus en plus grandissant dans les jeunes démocraties sont souvent accompagnés de multiples critiques touchant aux frontières qui peuvent exister entre société civile et politique. La société civile doit s'intéresser à la politique, mais ne doit pas prétendre à un poste politique. Puisque la politique, c'est l'art de coordonner les choses pour mieux gérer les affaires de la cité et que la société civile a pour mission de veiller à ce que les intérêts généraux soient défendus. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une étanchéité entre les objectifs visés par la société civile et les objectifs visés par la politique. Mais, justement, la société civile a un rôle de contrôle. Et c'est à ce titre-là qu'elle est considérée comme une vigie pour pouvoir rappeler à l'ordre à chaque fois qu'il y a dérapage au niveau des acteurs politiques qui, au lieu de préserver le bien commun, seraient dans la logique de la préservation des biens individuels, des ambitions individuelles. Et c'est à ce titre-là que les acteurs de la société civile doivent s'intéresser à la politique. Mais je précise qu'en s'intéressant à la politique, l'acteur de la société civile n'a pas pour ambition de prétendre à un poste politique, être nommé par exemple ministre ou bien occuper un poste de responsabilité dans la sphère de la gouvernance. Les concepts de société civile et de politique confèrent aussi à leurs acteurs un lien de complémentarité pour une meilleure gestion des différentes affaires de la cité. Il y a une complémentarité parce que les individus qui sont dans la société civile vont apporter leur concours, leur éclairage, leur rappel à chaque fois. Et leur médiation. Ils seront toujours à côté pour cultiver cet esprit de contribution, de participation qu'il faut dans une démocratie qui se respecte. Au Togo, la société civile a souvent été décriée pour son positionnement vis-à-vis des politiques. Cette journée qui lui est dédiée permettra à coup sûr d'apporter des réponses aux nombreux questionnements. Dans le cas du Togo, alors nous sommes en train de parler, nous sommes dans une sorte d'amalgame. Il faut l'avouer. Et cela est tout à fait normal parce que nous sommes en processus de maturation. Actuellement, le débat il est très riche au Togo. Les gens pensent que tout est possible et que toute organisation, du moment où les individus à l'intérieur ont leur opinion et l'expriment, l'organisation peut être orientée. Il y a des organisations qui veulent rester au milieu. Et je pense que cette troisième voie, qui est souvent difficile à accepter ou à trouver au Togo, est justement celle-là qui permet à la société civile d'avoir toute sa place sans risque de compromission. Au demeurant, société civile et politique sont tous acteurs au service du bien-être des populations.
D'autres aspects en rapport toujours avec cette journée nationale de la société civile, a évoqué tout à l'heure dans le courant de cette édition, qui finance la société civile, le rapport avec les partis politiques. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. A signalé aussi cette rencontre à Lomé de la commission de l'Union africaine chargée de l'exécution de l'agenda 2063 et la presse togolaise, une rencontre d'évaluation de la mise en œuvre de la politique structurelle de développement du continent. Les précisions avec Viviane Souvi, Charlotte Rossima. Bien, nous reviendrons tout à l'heure sur sujet toujours dans le courant de cette édition. À l'étranger, c'est officiel, la Libye a un nouveau gouvernement d'union nationale formé ce mardi par les deux parlements. 32 ministres composent ce gouvernement dans l'esprit de l'accord parrainé par l'ONU et signé justement par les deux parlements en Libye. Nous ne verrons pas les images, nous y reviendrons probablement. Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque terroriste du week-end, il s'alourdit de 29. Il passe à 30 morts. Une photographe franco-marocaine grièvement blessée dans l'attaque est décédée hier soir. Ouagadougou, pendant ce temps, renforce la sécurité. Bien, retour sur la situation à Ouagadougou avec le lendemain de l'attaque perpétrée qui a coûté donc la vie, nous le disions tantôt, à 30 personnes. C'est le bilan actuel. Ouagadougou, pendant ce temps, renforce la sécurité sur place dans la rue de la ville et à l'entrée justement de la capitale burkinabé. Position de sorte qu'on puisse le voir de loin, tu les fais ralentir, tu les canalises à l'élément de contrôle qui sera là. Formé par le GIGN, élite de la gendarmerie française, ils sont d'ordinaire affectés à la sécurisation des axes routiers. Ils tiennent à montrer devant notre caméra qu'ils ont renforcé leur dispositif. Appelés par leurs autorités à collaborer, les Burkinabés, à l'image de ces passagers, semblent avoir bien reçu le message. Oui, c'est tout à fait normal. Effectivement, moi, franchement, ils font le travail, c'est très bien. Ça nous fait plaisir et ça nous voit droit au cœur aussi. Transport collectif, mais aussi voitures particulières, les gendarmes multiplient les fouilles et les contrôles d'identité. Les gens suspects qui n'ont pas d'identité claire, on les envoie dans les unités spécialisées pour essayer de trouver une identité ou bien en tout cas pour faire des recherches. À côté de ce déploiement, le long des axes routiers et à proximité des sites sensibles, rares sont les contrôles. L'armée affirme toutefois qu'un dispositif est en place depuis plusieurs semaines. On n'a pas attendu l'attentat avant qu'il y ait des mesures sécuritaires. Depuis ces derniers temps, le dispositif sécuritaire est monté d'un cran, notamment depuis d'abord dans un premier temps la crise la crise sahélienne. Ça a contribué à amener les forces à monter la sécurité d'un cran. Les contrôles sont également renforcés à l'entrée des grandes villes du pays et aux frontières avec le Mali et le Niger. On sait désormais de sources militaires que ces dernières semaines, grâce à la vigilance des forces de sécurité, plusieurs tentatives d'attentats ont été déjouées au Burkina Faso. Retour sur cette rencontre, je vous l'annonçais tantôt, rencontre entre la commission de l'Union africaine chargée de l'exécution de l'agenda 2063 et la presse togolaise, une rencontre d'évaluation, d'information aussi de la mise en œuvre de la politique structurelle de développement du continent. Les précisions avec Viviane Souvi et Charlotte Roussimé. Pour un développement harmonieux du continent. Et c'est à travers la mise en œuvre de l'agenda 2063. C'est un plan de transformation structurelle validé par les chefs d'État de l'Union africaine en mai 2013 et présenté dans 3 principaux documents qui tiennent compte des aspirations de chaque pays. Les documents sont axés sur les défis à relever au sein du continent pour une Afrique intégrée, prospère et en paix. Avec cet agenda 63, on a essayé de définir les responsabilités, que ce soit au niveau continental, au niveau régional et même au niveau national. Et on est même allé au-delà à définir les responsabilités au niveau individuel. C'est-à-dire qu'il faut que les gens changent de mentalité, pensent à l'intérieur ou à l'interne avant de penser à l'extérieur. Donc tous ces éléments-là font que cet agenda 63 a une particularité, c'est qu'on a défini clairement
les responsabilités. Et puis le deuxième élément, c'est que c'est des initiatives qui sont venues de la base, qui ont été élaborées à partir de consultations que nous avons eu à faire au niveau de toutes les nations et au niveau de toutes les couches sociales. L'agenda 2063 de l'Union africaine promeut les investissements interafricains et le partage des expériences dans divers domaines. La présente rencontre avec la presse entend vulgariser l'agenda et aider les décideurs à l'intégrer dans leurs plans de développement nationaux. Demain 20 janvier, une session de formation sera organisée pour recueillir les observations et les recommandations des acteurs clés sur la domestication de cet agenda. La presse a mobilisé ce 19 janvier pour la première édition de la Journée nationale des ONG, célébrée donc chez nous au Togo. On en parle justement avec les financements à présent de ces ONG, des écoles par ici, des forages par là, des soins de santé, des consultations médicales foraines ailleurs. Ça demande beaucoup de moyens. Alors, où trouvent-elles l'argent, les ONG, pour mener ces actions? Qui finance? La question, les réponses, Augustin Kossi, Pierre Tsoukou. Elles sont au cœur de tous les processus de développement durable. Les organisations de la société civile restent des structures spécialisées qui travaillent pour soutenir les politiques publiques dans nombre de domaines. Au Togo, elles sont réparties en fêtières et en réseaux thématiques dans les 5 régions économiques. Comme toute organisation, elles ont besoin de fonds pour financer leurs principales activités, notamment le renforcement des capacités de leurs membres. Et les ressources financières constituent le plus souvent le défi auquel elles font face. Le nerf de la guerre, dit-on. Dans les pays du Sud, les cotisations pour une association sont toujours dérisoires et n'arrivent pas à permettre à la structure d'atteindre ses ambitions. Les financements qu'on obtient chez les partenaires bilatéraux et multilatéraux tels que la Commission européenne, il y a aussi le PNUD qui finance des activités pour lesquelles les ONG mettent en œuvre. Nous avons l'UNFPA qui également nous accompagne dans nos activités, l'UNICEF, et nous avons le Fonds mondial pour de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et tout cela sont des partenaires financiers auprès desquels nous, ONG associations, nous mobilisons des ressources pour le travail. Ces ressources n'étant pas substantielles, il faut mobiliser la contrepartie. Et l'État y contribue en venant en aide aux associations et organisations non gouvernementales. Aujourd'hui, l'État nous accompagne à travers le volontariat, l'Agence nationale de volontariat. Et donc les volontaires qui sont mis à la disposition des ONG et associations sont payés par l'État. Donc ça, c'est une contribution déjà de l'État que nous reconnaissons à juste titre. Donc cela nous est utile. C'est salutaire, mais pas suffisant, estime-t-elle. La société civile attend davantage de l'État et l'institution d'un fonds d'appui au financement des activités des associations et organisations est vivement souhaitée. La société civile et la politique, entre autres aspects évoqués dans cette édition, des ONG aux côtés des partis politiques, dans des revendications purement politiques, l'image n'est pas rare, leur accointance entretient souvent une confusion de rôle. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. Quelle relation, quel rapport entre les organisations de la société civile et les partis politiques? Les éclairages, Adolphe Paca. Société civile et partis politiques, deux entités qui se distinguent mais ne peuvent pourtant s'ignorer. La différence fondamentale, c'est que la société civile n'est pas portée à exercer le pouvoir, n'a pas pour vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir, alors que la société politique a pour objectif premier, a pour vocation de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Entre conquérir le pouvoir et l'exercer en recherchant le bien-être des citoyens et défendre les mêmes citoyens par des revendications en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie, la société civile est souvent appelée à faire marche ensemble avec les partis politiques. Si vous prenez une société civile qui lutte par exemple pour l'amélioration des conditions d'un village, évidemment le politique ne peut pas faire autre chose que de l'accompagner, et vice-versa. Donc dans ce cas, ils vont cheminer ensemble. Très critique envers les élites politiques,
la société civile recouvre les groupements communautaires, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les groupements de l'audience religieuse et les associations professionnelles ou des fondations privées. Partout en Afrique, ces organisations sont très mobilisées, surtout en période électorale. Le schéma s'arrête à partir du moment où on lance par exemple des élections. Je prends un exemple simple. Vous savez qu'à un moment donné au Togo, il y avait le CST. Et le CST était un regroupement de partis politiques et d'associations de la société civile. Et donc, un combat s'est fait pendant un moment. Ce combat-là était républicain. Ce combat-là n'a rien à voir avec le combat politique. Et donc, tout le monde restait correctement dans son schéma. Arrivé au carrefour où on a commencé par lancer les élections, normalement, les associations de la société civile devaient se retirer. Il faut reconnaître que la société civile togolaise est née dans un contexte très délicat. Ce qui fait qu'au début, on peut la qualifier de société civile de combat et de société civile politiquement instrumentalisée. Mais on constate quand même avec l'évolution du système politique au Togo que cette société civile se professionnalise, cette société civile contribue à l'enracinement de la démocratie. Tout compte fait, la société civile reste un réservoir de connaissances dont a besoin le politique pour des décisions éclairées, d'où s'impose une collaboration sine qua non entre les deux entités pour une gestion saine des affaires de la cité. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire de la société civile en ce jour de lancement de la première édition de la Journée nationale de la société civile chez nous au Togo. Nous vous parlions de la situation tout à l'heure au Burkina Faso, l'attaque lancée le week-end dernier, l'attaque qui a fait 30 morts, c'est le bilan officiel arrêté donc en ce jour. Et on le sait, AQMI a revendiqué cette attaque qui opère dans la région aux côtés d'autres groupes, l'ex-Boko Haram par exemple qui a fait allégeance, on le sait, à l'État islamique. Quand et comment est né ce mouvement? Quelles sont ses revendications? Eh bien, voyons cela avec Edem Sossoupo. Le mouvement terroriste Boko Haram fait de plus en plus parler de lui, notamment avec des attentats contre les chrétiens et musulmans qui ne partagent pas sa vision de l'islam. Boko Haram, l'expression signifie l'éducation occidentale est un péché. L'organisation est née au début de l'année 2000 et prône un islam radical. Elle terrorise en particulier les populations du Nord et affronte régulièrement les forces armées. On note une radicalisation de ce mouvement devenu secte après la mort de son fondateur Mohamed Youssouf lors d'un affrontement avec l'armée qui a fait plus de 700 morts. Les membres de cette organisation armée proposent d'établir un État islamique qui accomplirait la charia dans l'ensemble du pays. À ses débuts, Boko Haram n'était qu'un mouvement religieux contesté. Oui, nous reviendrons bien probablement sur ce sujet en raison justement de ces rayures qui nous empêchent de bien voir les images. Plus soft maintenant, avant de refermer cette édition, à la rencontre d'un artiste plasticien, Dieudonné, eh bien c'est son nom, l'homme et son art, portrait signé Mbiabalo. Voici l'univers de Dieudonné, les arts plastiques. Ce métier, son handicap ne l'a pas empêché de l'exercer depuis une vingtaine d'années, dont 15 à l'extérieur du Togo. L'artiste peint la société, la vie, la nature, l'abstrait. Entre découverte, gloire et trahison, ces péripéties à travers l'Afrique de l'Ouest constituent pour lui une riche expérience qu'il aime bien partager. Après un an au Niger, j'ai décidé de continuer le Burkina, au Ouagadougou. Après les 3 ans au Burkina, j'ai décidé de continuer toujours. Donc je suis arrivé à Bamako, au Mali. Et c'est à partir de là, grâce à l'Union européenne, qui avait beaucoup apprécié mon travail. Et voilà, le succès a commencé. Et c'est à ce moment aussi que j'ai compris que vraiment je fais quelque chose de très important. 50 ans d'anniversaire de l'indépendance du Mali. C'est moi que les autorités maliennes ont appelé pour peindre ce tableau. Donc, disons, je suis l'artiste peintre du cinquantenaire du Mali. Mais malheureusement, j'ai été trahi par ces organisateurs parce que finalement, ils ont effacé ma signature en bas du tableau. Et
et me remplacer par un autre artiste qui a signé ça, comme c'était son tableau. Bon, le problème est actuellement au tribunal. Le retour au Togo de Dieudonné coïncide avec le 10e anniversaire de la participation des éperviers à la Coupe du monde de football. Un souvenir qu'il a bien voulu immortaliser. Après 15 ans d'aventure, j'ai vu que c'était très important de créer quelque chose pour se faire connaître dans mon propre pays aussi. C'est de créer un tableau qui parle de ces 10 ans de participation du Togo à la Coupe du monde 2006. Et ce tableau, je l'ai offert à notre président Faure Gnassingbé. Dieudonné est souvent assisté par ses jeunes frères, une famille de doués. Moi, ma passion, c'est la musique, et ce qu'il fait, c'est l'art plastique. Ça veut dire qu'il y a une relation entre ce qu'il fait et moi. Ça fait que à chaque fois qu'il travaille, je suis à côté de lui, je m'inspire aussi, et puis je lui donne des idées parfois. Et ça donne autre chose, ça fait que je reste avec lui. Nous sommes fiers de lui. Et tant qu'il est handicapé, moi, son papa, je ne m'attendais pas qu'il arriverait comme ça dans ce domaine. Je suis étonné. Malgré que dans son enfance, on venait le ici visiter les chambres des arts comme ça. Et je lui montrais comment faire des dessins. Je ne savais pas qu'il a gardé ça en mémoire. Et qu'il a fait ses études de l'art, puis avoir son attestation. Son problème, c'est la question d'aide pour développer son métier. Ainsi entouré de ses proches, l'artiste plasticien, 37 ans, est débordant d'énergie, avec un moral d'acier. Je suis heureux. J'aimerais encourager tous les autres personnes handicapées de ne pas croire à leur handicap, que ça ce n'est rien. Ça dit, un homme, c'est sa tête. Ce qui est dans ta tête, c'est ça qui fait l'homme. Et je pense pas aider seulement les personnes handicapées, je compte aider tout le monde. Dieudonné compte bien partager son optimisme avec tous. Son vœu le plus cher, créer un projet d'insertion socio-économique où seront mises en valeur toutes les personnes handicapées qui, tout comme lui, ont des idées et du talent à revendre. Voilà, tout en musique, c'est la fin de cette édition. Toutes nos excuses pour les conditions de réalisation. On va se quitter sur les images de l'arrivée du président Faure Gnassingbé en Arabie Saoudite. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la BID, la Banque islamiste de développement. Très belle fin de soirée chez vous.